Eh bien, allez, commençons. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Hervé Di Domenico, je suis enseignant-chercheur au laboratoire de biologie de la motricité à l'Université de Savoie, à Chambéry, pas très loin d'ici. Et j'ai la dure mission d'animer cette table ronde avec 6 intervenants de beau niveau. Donc on va avoir la première intervention aujourd'hui de Frank Kane, qui est maître de conférence à l'Université de Grenoble-Alpes, au laboratoire Gypsy Lab. Xavier Hugues, son doctorant, si je ne m'abuse. Xavier Hugues, doctorant sur la biomécanique de l'escalade dans le même laboratoire. Ensuite, nous aurons Laurent Vigourou, qui nous vient de l'Université de Marseille, ex-Marseille. Titouan Perrin, qui est doctorant en physiologie de l'exercice au laboratoire HP2 à Grenoble également. Emma Pirodon, qui est étudiante en master recherche dans le même laboratoire où je suis à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Et Julien Rémilieux, qui est kiné du sport et kiné de nos athlètes à Chambéry Escalade. J'ai la double casquette universitaire et sur la présidence de Chambéry Escalade. Donc on va essayer de faire une intervention qui soit le plus vulgarisée possible en termes, on va pas aller loin dans la science et être fastidieux et être ennuyant. On va essayer d'appliquer le plus possible les résultats qu'on a et de les communiquer le plus proche du terrain possible sur quelles sont les applications qu'on va avoir pour les athlètes, pour la performance et pour l'escalade en général. Vous allez voir que les présentations sont assez variées sur des domaines différents, de la biomécanique à la physiologie. Et c'était un peu le but de cette conférence aujourd'hui, de cette table ronde. Hop, on va commencer du coup par Franck. Hop, et ben je te laisse. Ok, merci. Bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. Donc c'est la deuxième fois que moi je viens présenter quelque chose au Salon de l'Escalade. Et c'est toujours quelque chose d'intéressant parce que ça nous sort de nos laboratoires. Et puis finalement on est dans un écosystème qui est quand même celui pour lequel on essaie de développer des choses. Donc encore une fois, merci pour cette invitation un peu sur le pouce, mais qui est intéressante. Donc je vais vous présenter en fait un travail qui est mené depuis quelques années dans mon laboratoire sur le campus de l'Université de Grenoble. Et l'idée, c'est de construire un banc d'analyse, un banc de mesure, alors que nous, on appelle un mur d'escalade connecté, pour pouvoir comprendre un petit peu la motricité en escalade. Alors ce travail, il est réalisé dans un cadre un peu plus général d'un projet qui est financé au niveau de l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, un projet qui s'appelle Perfanalytics. Et l'idée, c'est d'aider, ou en tout cas de travailler avec différentes fédérations pour être le plus performant au JO qui arrive l'été prochain, comme vous le savez. Alors, le principe de base sur lequel je veux revenir, c'est l'idée de proposer des métriques, c'est-à-dire de mesurer des grandeurs. Alors, quand on entraîne, le principe, c'est de quantifier. Donc, vous allez le voir dans les présentations qui vont suivre, que ce soit de la biomécanique ou de la physio, bien souvent, il y a des mesures qui sont faites pour objectiver quelque chose. Et donc, ces mesures, nous, sur l'activité escalade, l'idée, c'est de se dire que l'escalade, c'est une motricité quadrupédique qui s'effectue sur un plan, alors non pas horizontal, mais vertical, voire bien plus, on le voit tout le temps. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un outil de mesure pour comprendre cette motricité. Et c'est ce que j'appelle ici des coordinations posturo-cinétiques, puisque l'objectif du grimpeur, c'est de faire du mouvement et de maintenir son équilibre en même temps. Donc tout ça, on va essayer de le mesurer, de l'objectiver. Et ce qu'on essaie de mettre en place, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un geste d'escalade, qu'est-ce que c'est qu'un geste de grimper. Et si on arrive à le comprendre, si on arrive à avoir des modèles, on va essayer d'optimiser ce geste dans un but de performance, par exemple. Et éventuellement de suivre les effets de modification induites par des entraînements. Donc vous le verrez par la suite. Mais l'idée, c'est de se dire, je fais tel entraînement avec des innovations physiologiques. Comment ça modifie la motricité du grimpeur? Alors pour ça, on ne part pas de zéro, nous, ici à Grenoble. Donc j'aime bien, moi, rappeler à chaque fois qu'il y a, au siècle dernier, 1990, ça date, il y a déjà des gens qui avaient eu cette idée de connecter des prises d'escalade à des capteurs de force. Donc ce n'était pas l'UGA, c'était l'UJF à l'époque. Moi, j'ai fait ma thèse dans ces années-là. Alors les jeunes, aujourd'hui, c'est super. Moi, je commence à être un ancien. Et je reviens à mes premières amours de chercheur. Et là, l'idée, c'est simplement de pouvoir connecter des prises à des capteurs de force. Et ces capteurs de force, ils vont renvoyer les grandeurs biomécaniques que le grimpeur applique quand il bouge.
Alors l'idée pour comprendre, c'est très simple. Vous imaginez un bateau à voile. Le bateau à voile, vous le voyez se déplacer. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Par contre, comprendre la force qu'il y a dans la voile, la force qu'il y a sur la quille, sur la coque, ainsi de suite, ça, c'est beaucoup plus délicat. Donc nous, ce qu'on va essayer d'apporter comme information, c'est cette information-là. Alors ce mur connecté, on a travaillé, je vous dis, ça fait, alors j'ai presque envie de dire, ça fait 30 ans qu'on bosse là-dessus. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais depuis quelques années, avec les moyens alloués par l'ANR, on a pu développer des technologies qui sont des technologies modernes. Et on en est au stade où on travaille au laboratoire. Donc vous voyez sur la gauche, là, c'est les maquettes qu'on développe pour caler les technologies avec la puissance de la recherche en laboratoire. Et puis, on exporte, alors moi j'appelle ça la mise en production de notre maquette, de notre mur pour tester, sur le site du Pôle France à Voiron. Et on va essayer de mettre en place ces technologies pour équiper le mur de vitesse qui a été construit à Voiron. Alors, la vitesse, c'est une partie de l'escalade qui est particulière et ça se prête tout à fait, en fait, à cette première tentative de rupture technologique pour aller faire un mur connecté. Il y a moins de variabilité par rapport aux autres activités qui peuvent être le bloc ou la difficulté. Donc, rentrer par ce biais-là sur le mur connecté en escalade, c'est une façon de faire qui, à mon avis, est intelligente. Alors, donc voilà, le mur, il est réalisé, on est en train de l'utiliser, donc il fonctionne. Alors ça paraît évident comme ça, mais on a quand même levé des verrous à plein de niveaux. Et notamment, il a fallu imaginer les capteurs de force, il a fallu imaginer leur mise en place dans le mur d'escalade. Et donc ça nous a amené à discuter avec différents industriels, ainsi de suite. Et donc on a eu une collaboration, par exemple, qui a été vraiment fructueuse avec l'entreprise, donc a construit le mur d'escalade à Voiron, parce que pour mettre notre dispositif sur le mur d'escalade qui existe, ça se fait pas en claquant dans les doigts. Donc on a levé plein de petites difficultés qui, au final, étaient importantes. Alors, ma vidéo, là, elle a shifté, mais voilà, on en est au stade où on a un dispositif, on a un banc d'analyse, un banc de mesure qui est, à mon sens, unique au monde. C'est-à-dire qu'on est capable de faire de la vidéo en 3D et avec toutes les technologies qui sont associées à cette science-là. Et en même temps, on mesure les forces aux appuis. Donc, les analyses qu'on est en train de mener, c'est des analyses, là vous le voyez, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là c'est l'aridité scientifique, donc ce n'est pas l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, mais on arrive à avoir les efforts qui sont appliqués sur chacune des prises. Alors, on se polarise sur le départ parce que ça paraît être la partie la plus stratégique dans l'ascension, mais cette technologie, on peut l'associer à différents niveaux. Et donc, nous, on va quantifier des temps d'appui, des temps de montée en force, des pics, des coordinations, des impulsions. Enfin voilà, nous on a toute l'analyse biomécanique derrière qui va être mise au service de la compréhension du mouvement et voire de l'optimisation de ces grimpeurs. Alors je crois que pour terminer ce travail, il faut l'imaginer dans une société qui sera une société numérique, qui sera une société connectée. Alors, de la data dans le sport, il y en a plein, on le voit avec le rugby. Le rugby, ça fait longtemps qu'ils en utilisent. Je trouve intéressant de souligner que la Fédération française de la montagne et de l'escalade, elle est en train de s'inscrire dans cette dynamique. Donc, on génère de la data, on va analyser cette data dans une société avec l'intelligence artificielle qui s'impose, ainsi de suite. Donc, je crois qu'on est dans une bonne dynamique. Et moi, mon rêve, c'est de me dire que dans quelques années, là, on voit les murs connectés. Pour l'instant, c'est connecté dans le sens où on va pouvoir faire on peut partager des moonboards, par exemple. Vous connaissez peut-être tout ça. La moonboard connectée, je pense qu'on n'en est pas loin. Et moi, je fais le pari, peut-être que je verrai ça avant ma retraite, de voir des moonboards connectés et cette technologie qui sera une technologie qui sera répandue. Voilà, donc on pourra en discuter plus tard, mais je vous remercie de votre attention. Merci Franck pour cette super présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des échanges et des questions maintenant. Ça évite que si on fasse tout à la fin, on oublie les questions qu'on pouvait avoir au début. Je vous laisse le temps sur une question de réfléchir à vos questions éventuellement. Et je vais commencer par la première. Merci encore pour cette présentation.
Pour la quantification des efforts sur la vitesse, je vois bien l'intérêt de commencer par la vitesse parce que c'est plus standardisé, moins ouvert que les autres disciplines peuvent l'être. Mais il y a des zones d'adhérence dans la voie de vitesse. Comment est-ce que vous quantifiez sur ces zones d'adhérence? Est-ce que vous avez eu des leviers supplémentaires là-dessus? Parce que j'imagine que c'est plus compliqué que mettre un capteur lié à une insert sur le mur, quoi. Alors, c'est sûr que nous, alors vous le voyez peut-être pas bien sur cette photo, mais tous les points de contact du grimpeur sur le mur sont mesurés. Alors, qu'il y ait une prise ou qu'il y ait le pied en adhérence sur le mur, c'est une prise quand même. Le mur, c'est une prise. Donc, il faut mesurer ce qui se passe sur cette partie-là. Alors, la difficulté, c'est que comme c'est une partie où il n'y a pas de prise, il y a une grande variabilité entre les grimpeurs pour aller poser le pied sur ces zones-là. Donc ça nécessite d'isoler une zone, donc une surface qui est importante. Et quand on isole une surface qui est importante, on modifie toute la rigidité de la structure. Donc on a deux stratégies pour mesurer les efforts sur ces zones-là. C'est de mettre plusieurs capteurs. Alors chaque fois qu'on va mettre plusieurs capteurs sur cette zone-là, les capteurs qu'on met là, on ne les met pas ailleurs. Et des capteurs, on n'en a pas tant qu'on veut, parce que c'est sacrément onéreux tout ça. Mais la stratégie, c'est de mesurer avec plusieurs capteurs. L'autre stratégie, qui est une stratégie qu'on est en train de développer, qui est plus une stratégie de recherche à moyen terme, mais on n'en est pas loin, on a commencé à le faire, c'est avec l'ensemble des données qu'on a, de proposer une méthode d'estimation des efforts qu'on ne mesure pas. Donc nous, on est capable de faire ça. Donc ça veut dire que, sous-entendu avec quelques hypothèses, on ne mesure pas un effort, on est capable de le recalculer parce qu'on a des grandeurs à connaître qui nous permettent de converger vers ce que fait le grimpeur. Donc ça, c'est une méthode qui nous permettra entre guillemets, d'économiser certains capteurs à certains endroits. Voilà. Super, merci. Si vous avez des questions, je crois qu'il y a un autre micro dans la salle. N'hésitez pas, vous avez juste à... Il y a un micro. Et vous avez juste à lever la main et vous pourrez poser la question. J'en enchaîne avec... Ouais, super. Bonjour. Vous parlez tout à l'heure au trêve, savoir un moonboard de connecté. Du coup, une fois qu'on a le moonboard connecté, qu'est-ce qui peut nous apporter comme bénéfice? Quelles sont les choses qu'on peut faire dessus? Alors, ce que j'appelle mur d'escalade, enfin, pas en connecté ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que, comme je vois l'évolution avec des moonboards ou autre chose, mais il y a des grimpeurs de partout qui partagent les mêmes passages. Là, ce qu'on pourrait partager, c'est la façon de réussir le passage. Okay. On voit, c'est-à-dire qu'on comprend, on aurait la métrique de la personne qui a ouvert le passage, au moins de la solution qu'il a réalisée pour réussir le passage, en termes de force appliquée sur les appuis, ainsi de suite. Alors ça ne veut pas dire que ça, c'est la solution qui sera la bonne solution pour tous les grimpeurs qui vont réussir le passage, parce qu'avec les prises, il y a une infinité de façons de faire. Alors il se trouve que cette infinité théorique, bien souvent, ça converge vers la solution pour le passage. Donc ça permettrait d'aller vers ce genre d'informations et de manière beaucoup plus, moins précise, ça permettrait d'avoir une métrique sur, par exemple, le travail réalisé, la puissance développée, l'énergie associée à la réalisation d'un geste, donc une quantification de la motricité, comme on le retrouve dans plein d'autres activités de vélo, de je sais pas quoi, plein d'autres trucs, quoi. Ok, merci. Du coup, moi, j'ai vu que sur votre première slide, c'était plutôt par rapport objectif, c'était gagner des médailles en escalade de vitesse pour l'année prochaine. Et donc là, je suppose que c'est pour ça que vous êtes au pôle escalade à Voiron. Est-ce que vous pensez que l'objectif sera atteint Alors, je l'espère. Ouais. Il y a Sylvain qui est dans la salle, donc qui est l'entraîneur là, qui s'occupe de tout ça, entraîneur national. Alors là, j'ai une réponse. Je peux faire une réponse, on va dire la réponse politiquement correcte. Oui, on va donner des indicateurs, ainsi de suite, pour aider à gagner des médailles. Et si jamais on gagne des médailles sur l'escalade de vitesse, moi, en tant que scientifique, mon ego me fera dire, bah oui, c'est aussi grâce à moi. Bon, ça, c'est la réponse. Après, c'est vrai que le timing, il est serré. Le timing, il est serré pour l'échéance qui arrive. On ne va pas révolutionner la façon d'entraîner les grimpeurs, ainsi de suite, maintenant, nous, les scientifiques, avec nos idées farfelues dans nos laboratoires. Donc, je pense que ça, il faut le voir comme un investissement sur du plus long terme pour prochaines échéances. Prochains JO, prochaines compétitions, tout ce que vous voulez. Parce que vous disiez tout à l'heure que ces études-là ont commencé dans les années 1990.
Donc vous bossez sur ce projet-là depuis ces années-là ou il y a... Alors, Vous avez commencé quand? si vous voulez dire que je suis un peu monomaniaque, eh ben, peut-être, je ne sais pas. Faut pas le voir comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, l'idée du premier mur qu'on avait construit à l'UJF, c'était pas du tout dans un objectif de compréhension de l'optimisation de la performance, c'était dans un objectif d'étude posturale. Ok. Et il se trouve que quand on maintient l'équilibre dans des situations d'escalade, on se retrouve dans des conditions où le centre de gravité, bon, je rentre peut-être dans les détails, mais les études posturales, c'est vous êtes debout en bipédie, et puis vous essayez de rester en équilibre. Et il se trouve que si vous avez des problèmes d'oreille interne, de vision, plein de trucs comme ça, vous n'y arrivez pas. Bon. Là, quand vous êtes en train de maintenir votre équilibre sur un mur d'escalade, votre centre de gravité, il n'est jamais dans la surface de support. Il est toujours à l'extérieur. Donc vous appliquez des forces sur les appuis nécessaires au maintien de l'équilibre. Et la façon dont vous allez gérer ces forces renseigne sur le mode de fonctionnement du système nerveux central. Donc là, vous voyez qu'on est loin de la performance en escalade. Et c'est comme ça que ça a été développé pendant plusieurs années. L'objectif, c'était plus des études de posturographie. D'accord. Et donc du coup, vous êtes pionnier dans le monde. C'est-à-dire il n'y a aucun autre mur connecté qui est Alors, recherché. En 1990, il y en avait zéro. Okay. Là, si on fait une étude maintenant, nous les scientifiques, quand on fait un truc, on fait une analyse de la littérature. Alors des murs connectés, les Italiens, ils se positionnent, on commence à en voir. À Zurich, les Suisses, il y a, où c'est qu'il y en a encore? Enfin, il y a 5-6 nations, au Japon, Autriche, voilà, il y a des endroits où on commence à voir des murs. Là, l'originalité du mur que nous on propose, c'est que c'est un mur d'escalade qui n'est quasi pas dénaturé. C'est-à-dire que le mur, il y a juste les prises qui sont posées sur des zones détourées, mais le mur, c'est un mur normal. Vous grimpez dessus comme un mur normal. Les autres murs, les prises, c'est des prises qui sont posées comme des verrues. Et donc, alors technologiquement, le challenge, il est beaucoup plus simple à réaliser. Il suffit de mettre un capteur, une prise dessus, et puis vous êtes à 20-30 cm du mur. C'est pas du tout la même chose. Là, la commande de la Fédé, c'était d'avoir un mur quasi normal. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a dû relever des défis importants. D'accord, merci. Merci beaucoup. Allez, dernière question et ensuite on va passer à la suivante pour essayer de respecter le timing. Vous pouvez utiliser votre mur connecté pour optimiser du matériel. Je pense à la gomme des chaussons, à la forme de chaussons. Alors ça, carrément, c'est une bonne question parce qu'on a des contacts avec une entreprise locale, avec EB par exemple. Et donc, alors ils nous ont déjà prêté des chaussons. Nous, à l'époque, on avait... Enfin, je veux dire, l'idée, c'est de se dire... Le grimpeur, c'est un système plastique. Alors, on va voir que la physiologie, tout ce que vous allez voir derrière, on s'entraîne parce qu'on est plastique. Mais c'est aussi plastique dans le sens où on va utiliser différentes technologies, notamment des chaussons. Donc, quand on modifie quelque chose, nous, on a une métrique potentiellement qui va montrer des différences. Et ces différences, on peut les associer à ce qu'on a modifié. Si c'est des chaussons, c'est fait. Et donc là, on est en train d'essayer de monter un rapprochement avec EB pour tester différentes modalités de technologie de chaussons. Alors, on a des idées sur tester l'influence de la taille du chausson sur la performance. Nous, on a la métrique qui permet de le mesurer. Alors, on essaye de le faire, mais c'est compliqué. Pas d'un point de vue scientifique, d'un point de vue tout ce qui n'est pas scientifique, on va dire. Ouais. Merci beaucoup. Passez le micro à Xavier. On va avoir la présentation donc, de Xavier. Bon, super, merci. À toi. Je te laisse le micro. Donc, bonjour à tous. Donc je m'appelle Xavier Hugues et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu le début de mon travail scientifique en tant que doctorant sur l'étude de la coordination pour un mouvement que j'appelle arm jump. Donc c'est un mouvement de traction jetée en réalité, dans le but d'évaluer la performance. Donc la performance c'est quelque chose, c'est un grand domaine qui est assez vaste. Donc là sur la vidéo de gauche on voit les premières compétitions, ou en tout cas dans les premières compétitions mondiales d'escalade en 1990. Donc là, on voit un style d'escalade qui est assez lent, qui est assez avec des petites prises sur des vieux murs entre guillemets. Donc ce style qui est dit un peu plus statique a beaucoup évolué vers quelque chose de plus dynamique. Donc on peut le voir sur la vidéo de droite. Donc avec des rythmes qui sont beaucoup plus élevés, avec des mouvements de jeté, avec des mouvements beaucoup plus complexes.
Et donc ça pose des questions, beaucoup de questions sur la stratégie que le grimpeur va avoir lorsqu'il va effectuer ses mouvements. Donc quelles sont les stratégies motrices, comment est-ce qu'il va organiser ces différents segments dans la voie pour atteindre la prochaine prise, les différentes coordinations musculaires qu'il va engager, à quel moment est-ce qu'il va forcer avec les jambes, les bras, etc. pour atteindre la prise suivante. Donc ça met en avant que l'escalade, c'est pas juste une compétition de force, hein, sinon ça aurait été beaucoup plus simple. Et donc il faut qu'on comprenne et il faut étudier le geste pour pouvoir comprendre la performance en escalade. Donc pour comprendre la performance, donc moi je passe par une analyse biomécanique ici, où je vais en fait étudier la cinétique et la cinématique du mouvement. Donc la cinétique, c'est comme l'a présenté Franck auparavant, ça va être plus l'étude des forces, donc des choses qui ne se voient pas, comprendre comment le grimpeur va appliquer une force sur un talon, un pied, une main, etc. Et la cinématique, c'est comment est-ce qu'il va organiser son corps dans l'espace pour pouvoir réaliser certains mouvements. Donc pour commencer cette étude, on s'est dit qu'on allait étudier le mouvement de Dino. Donc c'est un mouvement de jeté. Donc c'est une ascension verticale qui utilise les membres supérieurs et les membres inférieurs. Donc c'est un mouvement entre guillemets qui est dit simple, qui est assez quand même utilisé en escalade. Et donc voilà. Et donc ce mouvement-là, on a voulu le décomposer pour mieux le comprendre, donc de manière plus simple, entre les membres inférieurs et les membres supérieurs. Donc de savoir quelle est l'implication des membres inférieurs et des membres supérieurs pour réaliser ce mouvement. Donc on est parti de ce mouvement, le Dino, pas pour rien. Il y a des études qui ont montré que pour réaliser un bon mouvement de jeté, il fallait dépasser, il fallait viser plus haut que la prise, il fallait la dépasser. Donc là ici sur le graphe de droite, on voit donc la hauteur de la prise avec différentes hauteurs de saut. Et en fait, la conclusion de ces recherches, c'est que pour avoir un meilleur succès lors de cette tâche, il fallait viser plus haut que la prise pour réduire les efforts qu'on allait appliquer sur la prise en fait. Donc si jamais on applique moins d'efforts sur la prise de réception, on va avoir beaucoup plus de chances de réussite et de succès pour tenir cette prise-là. Donc moi, mon travail, ça va être l'ensemble de l'étude de ces mouvements. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le début de mes recherches sur le arm jump, donc sur la traction jetée que je vais vous expliquer pour le moment, à l'instant. Donc on a eu accès à 17 grimpeurs d'un niveau supérieur à 7C en difficulté. On a mesuré différentes choses. On a utilisé de la capture de mouvement pour regarder les différents positionnements des segments dans l'espace. On a utilisé des capteurs de force pour regarder les forces appliquées sur les appuis. Et donc voilà le protocole. Donc ici, on a demandé aux différents grimpeurs de faire un geste de contre-mouvement. Donc ici, le contre-mouvement, comme on peut voir sur le petit gif là, c'est un geste qui part avec un coude plié à 90 degrés. Puis une phase descendante suivie d'une phase ascendante rapide pour sauter et se jeter le plus haut possible en essayant de tendre les bras le plus loin possible. Donc en fait ici j'ai vraiment essayé de mimer un mouvement de jeter donc juste avec les bras pour essayer d'atteindre la prise d'après. Et j'ai comparé ce mouvement-là à un mouvement que j'appelle concentrique. Donc c'est une traction jetée, pareil, mais au lieu d'avoir une phase de descente puis de montée, on a juste une phase de stabilisation préalable avec les épaules engagées, les coudes légèrement engagés, puis une phase de jetée. Pour regarder un petit peu pour voir s'il y avait un bénéfice en fait du contre-mouvement par rapport à un mouvement plutôt statique. Donc on a analysé plusieurs métriques comme les forces, la vitesse, la puissance et la hauteur de saut pour pouvoir comparer ces deux expériences. Donc ce qu'on a trouvé, c'est que le contre-mouvement avait des résultats en termes de performance supérieurs à la traction concentrique. Donc c'est ce qui peut être très utile pour la compétition par exemple, puisque si on utilise un contre-mouvement, on peut avoir une hauteur de saut qui sera supérieure comparé à un mouvement qui a un début statique. Donc c'est quelque chose que tout le monde plus ou moins intuite, c'est ce qu'on voit en compétition, c'est ce qu'on ressent sur le mur d'escalade tous. Si jamais on fait une préparation préalable au mouvement, on sent qu'on y arrive quand même mieux. Ensuite pour l'entraînement, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on avait des pics de force et des puissances relatives qui étaient beaucoup plus importantes lorsqu'on effectuait un contre-mouvement. Donc ça veut dire qu'on va engager plus de force, plus de puissance, et donc peut-être qu'il y aurait des bénéfices à explorer pour les entraînements. Donc pour la suite des travaux à venir, donc à droite là on a commencé quelques pré-tests sur le mouvement de jeté, donc en utilisant les 4 appuis,
sur notre mur d'escalade qu'on développe dans notre laboratoire. Donc ça, c'est des choses que je suis en train de traiter et d'analyser, et donc j'espère que ça va arriver bientôt. Merci pour votre attention. Merci Xavier pour ta présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et à prendre le micro dans la salle. Bonjour et merci. Ma question, ce serait sur est-ce que le contre-mouvement, ça induit plus de risques de blessure ou pas? Et est-ce que ça s'entraîne avec du poids ou pas? Alors c'est une très bonne question. Donc comme on l'a vu dans les résultats ici, on aura en fait une augmentation de la force appliquée pendant ce mouvement-là. Donc en fait on va recruter, on va avoir un recrutement musculaire qui va être entre guillemets supérieur en termes de pic de force et en termes de puissance. Ensuite, pour l'interpréter pour l'entraînement, j'ai encore du mal, c'est pas tout à fait mon domaine, je suis pas entraîneur et tout. Donc c'est plus, d'autres gens vont en parler après. Moi, c'est juste vraiment des choses que j'observe et que je montre, mais comment l'interpréter et comment l'inclure dans un entraînement, ça, je peux pas y répondre. La réponse viendra dans les prochaines présentations. Bonjour, vous avez fait un seul contre-mouvement là, mais on peut imaginer que des fois les grimpeurs font 2 voire 3 contre-mouvements s'ils sont un petit peu timides à faire leur mouvement. À partir de combien est-ce qu'il y a une augmentation au deuxième contre-mouvement, et puis à partir de combien de contre-mouvements ça devient péjorant en fait? Alors ça c'est une bonne question. Alors ça c'est quelque chose qui est très difficile à faire par exemple sur le mouvement de traction, parce que c'est un mouvement qui est très demandant physiquement. Je ne sais pas si vous avez essayé, c'est quand même très difficile. C'est pour ça qu'il y a quand même un niveau minimum qui est entre guillemets élevé, et malgré ce niveau-là, il y a des participants qui avaient du mal à réaliser le geste. Par contre, c'est quelque chose qu'on a regardé pour le mouvement de jeté dynamique. Donc on a standardisé la plupart de nos tests avec 3 répétitions dans une modalité qu'on comprenait, donc avec un seul contre-mouvement. Et ensuite, on a laissé libre cours aux participants d'effectuer le mouvement de jeté qu'ils avaient envie de faire pour ce qu'ils ressentaient aller le plus haut possible. Et on a remarqué chez certains participants qui se préparaient 1, 2, 3 fois avant de réaliser le mouvement. Donc ça, c'est des résultats que je n'ai pas encore analysés, mais c'est quelque chose qui va venir. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir comparer, un contre-mouvement contre plusieurs de préparation, etc. J'avais aussi une question, moi. Sur le panel de grimpeurs que vous avez présenté, vous avez dit que c'est les grimpeurs. Est-ce que c'était un panel mixte ou composé exclusivement d'hommes? Alors c'était un panel qui était mixte, malheureusement très peu. On avait 3 filles sur l'échantillon, donc c'était assez restreint. Mais bon, quand on a fait l'appel, il n'y a seulement que 3 grimpeuses qui ont répondu à l'appel. Mais voilà, on a quand même une autre partie. Par rapport à cet échantillon mixte, est-ce que dans la littérature ou autre, tu as idée d'éléments de réponse qui pourraient suggérer une éventuelle différence anatomique et donc de genre sur les éléments que tu observes en termes de puissance développée plus importante sur ce mouvement-là qu'en concentrique, ou est-ce que tu n'as pas lu sur la littérature là-dessus, parce que c'est pas trop ton champ, j'avoue, mais c'est une question que je me posais. Donc les différences hommes-femmes niveau réellement recrutement musculaire, c'est pas quelque chose que j'ai regardé. Toi, dans ton échantillon, même si statistiquement tu pourras pas faire grand-chose avec 3, est-ce que tu as observé une tendance? Est-ce que tu as fait 2 petits sous-groupes là-dessus ou pas du tout? C'est vrai qu'en général, donc arrivé à ce niveau-là, les filles en fait avaient des qualités qui permettaient d'obtenir le niveau 7C beaucoup plus facilement que juste les bras en fait. Donc pour certaines des filles, c'est vrai qu'on a obtenu des résultats qui étaient très inférieurs aux garçons. Mais voilà, c'est aussi ça l'étude du mouvement en escalade, c'est que c'est pas juste une épreuve de force, c'est vraiment une étude du mouvement en général. Et nous, plus que la performance à analyser, c'était vraiment les stratégies employées par chacun. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je détaille par la suite. Mais bon, avec 3 filles, ça va être compliqué. Mais peut-être qu'elles ont des stratégies différentes de recrutement musculaire qui pourraient... alors pas forcément filles-garçons, je parle juste par exemple de sujets qui sont un peu plus faibles au niveau des membres inférieurs, des membres supérieurs, pour réaliser le même mouvement. Super, merci. On passe à la présentation prochaine pour essayer de tenir les timings. Donc je vais donner la parole à Laurent Vigouroux pour une présentation.
Ouais, bonjour à tous. Juste si je peux me permettre de prolonger la discussion sur la différence homme-femme. À niveau équivalent, on retrouve quand même les femmes sont beaucoup moins puissantes au niveau des bras. Je parle bien des bras, des tractions que les hommes. Et par exemple, si on mesure des puissances chez les femmes, c'est très très rare de trouver des femmes qui atteignent 1000 watts sur un jump tel qu'il a été décrit, alors que c'est très commun chez des garçons, les garçons pouvant atteindre 1800 watts pour les meilleurs. Donc il y a une vraie différence de performance en termes de puissance pure des bras entre femmes et hommes, et ça explique la difficulté qu'il y a à faire des échantillons mixtes. Parce que finalement, comme nous, on demande plusieurs répétitions de traction pour avoir une certaine crédibilité dans nos données, pour faire des moyennes, du coup, c'est assez difficile de recruter des femmes qui arrivent à faire, par exemple, dans une session sans traction, quoi. Et du coup, c'est pour ça que c'est assez difficile d'avoir des échantillons mixtes sur ces aspects de bras. Après, sur les doigts, c'est vraiment différent. Voilà. Donc voilà, excusez-moi, je prolongeais ma discussion. Moi, je suis Laurent Vigourou, je viens de l'université Aix-Marseille. Et voilà, donc je travaille également dans le projet Perf Analytics avec Franck et Xavier. Du coup, en préparant cette présentation, j'ai proposé ce titre, mais il n'est pas exactement correspondant à ce dont je vais parler. Disons que comme la thématique, c'était la recherche scientifique au service de nouvelles méthodes d'entraînement en escalade, finalement, j'ai interprété ça un peu comme un questionnement. Comment faire pour que la recherche scientifique puisse proposer de nouvelles méthodes, et donc plus un questionnement sur la vulgarisation finalement. Donc très rapidement, je vais présenter le travail que je fais à Marseille. Ouais, ça marche comme ça. Du coup, moi, je suis dans la biomécanique. Donc, ça veut dire que sur tous les niveaux de déroulement d'un mouvement, qui part du système nerveux central, qui va envoyer des signaux électriques aux cellules musculaires, qui va actionner un système squelettique pour enfin faire un mouvement, on va pouvoir prendre un certain nombre de mesures dont on a déjà parlé. Donc, ça peut être des forces externes appliquées aux prises ou sur des objets. Ça peut être de la cinématique, c'est-à-dire les positions que l'on va adopter. Ça peut être des activités électromyographiques qui sont relevées au niveau des muscles, ou plus simplement de l'imagerie médicale. Ça, c'est un premier niveau d'analyse qui nous permet de répondre à un certain nombre de questionnements. Il y a un deuxième niveau d'analyse qu'on l'on fait souvent en laboratoire, qui est d'aller à une échelle de modélisation, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces données pour faire des calculs qui nous permettent d'accéder à des choses qui sont non mesurables. Par exemple, tout ce qui est force musculaire, vous ne pouvez pas le mesurer chez un grimpeur, ou alors vous allez fortement l'abîmer. Donc on va plutôt mesurer les forces qu'il exerce, comment il s'y prend, quelles sont ses activités électromyographiques, faire un certain nombre de calculs pour obtenir ces forces musculaires. Et bien souvent, ces données-là, c'est celles qui permettent de répondre à nos questionnements. Par exemple, est-ce que je me blesse plus quand je fais du pliométrique ou pas? Ce serait intéressant d'avoir les données de force dans les muscles à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est la démarche. Dans la démarche que moi j'ai effectuée, j'ai eu une démarche qui est un peu disto-proximale, c'est-à-dire je me suis d'abord intéressé à ce qui se passe au niveau de la prise, les effets de techniques de préhension, de magnésie, de choses comme ça. Ensuite, plus au niveau musculaire, des effets de fatigue ou les effets d'adaptabilité musculaire. Par exemple, quels muscles sont renforcés par la pratique de l'escalade, quels sont ceux qui ne sont pas renforcés, quels sont ceux qui sont délaissés et qui s'affaiblissent avec la pratique. Et plus récemment, maintenant, et je vais m'appuyer plus sur ces études-là, je travaille sur les tractions et le type de paradigme qu'a présenté Xavier, avec notamment en essayant de déterminer quels sont les paramètres, les facteurs qui permettent de développer de la puissance chez le grimpeur et comment on peut les entraîner. Donc si on revient un peu à ma question de vulgarisation, moi je pense que tous ceux qui ont un peu de bouteille dans la recherche vous diront qu'ils ont fait un peu les mêmes démarches, c'est-à-dire qu'à un moment donné on a nos articles, on sent bien que dans nos articles il y a des connaissances qui peuvent être utiles pour le grimpeur, pour son entraînement, pour sa progression. Donc on a tous tenté de faire des conférences ou des articles de vulgarisation et ça en fait c'est quelque chose qui est bien, qu'il faut faire, qu'il faut expliquer. Mais là, on va toucher très peu de grimpeurs, en fait. Les tirages d'édition sont toujours limités sur des articles. Et en plus, ces articles, ils sont lus seulement, finalement, par des gens qui sont spécialistes, qui sont presque des chercheurs, en fait. Et la preuve, c'est que dans cette conf,
on n'est pas si nombreux que ça par rapport à tous les gens qui sont derrière nous. Et finalement, on fait une conf, ça va être super, on va échanger, ça fait partie du jeu, mais c'est pas suffisant pour, entre guillemets, diffuser la connaissance à l'ensemble des grimpeurs. La deuxième démarche que j'ai fait moi et qui est un peu plus originale, c'est de proposer en fait une innovation qui va, c'est-à-dire ma tentative, ça a été de dire amenons le labo grimpeur et essayons de modifier les pratiques en amenant une forme de pratique, donc au travers l'innovation Smartboard, qui va permettre finalement de toucher un plus grand nombre de grimpeurs parce qu'on va être directement sur le terrain, c'est le labo qui vient au terrain. Et on a beaucoup de chance en escalade parce que, alors pour la physiologie, parce que c'est très complexe d'analyser de la quadrupédie verticale avec les capteurs de force en grimpant. Mais par contre, pour tout ce qui est un peu physiologique, évaluation physiologique, finalement, si on prend une poutre et qu'on met des capteurs de force derrière, on a des données de force. Et si on demande de faire des exercices à notre grimpeur, on va pouvoir avoir une mine de données qui va permettre d'obtenir des informations incroyables sur notre grimpeur. Et donc ça c'est une chance parce que c'est assez simple et finalement, on peut arriver à déterminer des choses. Donc notamment sous forme de score parce que effectivement, lire une courbe de force telle que celle qui est présentée là, c'est pas forcément évident. Donc on va essayer de traiter ces données pour obtenir quelque chose qui est compréhensible, même si on n'a pas un background scientifique. Et en s'inscrivant dans la démarche un peu caricaturale, mais qui est valable, qui est de se dire je m'évalue, je m'entraîne et je progresse, on peut s'évaluer déjà et essayer d'estimer qu'est-ce qu'on est comme grimpeur, différentes variables, qu'est-ce que j'ai comme force dans les doigts, qu'est-ce que j'ai comme puissance dans les bras, quelle est ma résistance à la fatigue. Ça me permet d'avoir des scores, des chiffres, je ne suis même pas obligé de bien les comprendre, mais je peux les suivre dans le temps et voir si je progresse ou si je régresse et potentiellement évaluer mon activité. J'ai fait 1 mois de falaise à Kalymnos, je reviens, j'ai plus d'endurance, je suis content, j'ai compris comment je fonctionnais. Même au-delà de ces scores, c'est pas forcément évident. On peut voir ses points forts, ses points faibles sous forme de graphique assez classique d'araignée, mais c'est pas forcément... il faut encore rentrer dans les scores et essayer de les comprendre. Et je trouve que une démarche donc c'est face à ces remarques que ça nous a poussé à faire des démarches plutôt d'analyse statistique qui vont en fait combiner l'ensemble de ces données pour les résumer. Et en fait, c'est vrai qu'on a réussi, enfin, il me semble qu'on a, moi, sans prétention, il me semble qu'on a réussi à faire quelque chose d'intéressant, c'est que toutes ces données, si on les combine, on peut les résumer sur 2 axes. Un axe qui est niveau de forme, qui est l'axe vertical que vous voyez, et un axe qui vous permet de vous caractériser, est-ce que je suis plutôt quelqu'un d'endurant ou plutôt quelqu'un de puissant. Donc, en utilisant des modèles statistiques qui résument un peu les choses, on peut arriver finalement à expliquer à une personne qui n'a aucun background scientifique sur la base d'un dessin, très simplement, de quoi tu as besoin. Je veux faire un bloc dur de très haut niveau. Bon, il va falloir, mon gars, alors là, on peut prendre comme exemple le petit bouton là qui représente une position, par exemple. Je suis en niveau de forme au milieu de la communauté, entre le débutant et l'expert, et plutôt quelqu'un d'endurant plutôt que puissant. Si mon objectif, c'est faire du bloc, il va falloir que je fasse des entraînements qui me permettent de plutôt développer ma force parce que c'est ça qui me manque. Donc ça, c'est une première démarche. Ensuite, pour l'entraînement, c'est pareil. En laboratoire, on va faire des passations de différents types d'entraînements et évaluer avant-après et voir le bénéfice de ces entraînements. Donc on a des études sur les doigts qui sont avec des groupes mixtes, j'en suis assez fier d'ailleurs, et on a des études sur les bras non mixtes, j'entends la remarque. Et les dernières qu'on a fait, c'est tout simplement pour évaluer des protocoles d'entraînement qui sont très connus pour développer la puissance des bras. Donc soit un entraînement excentrique, donc on va faire des séries de descentes chargées, soit un entraînement pliométrique, c'est-à-dire qu'on fait des petits rebonds en haut de la traction, soit un entraînement isométrique, c'est-à-dire que là, on va faire des blocages isométriques entrecoupés de traction. Et on va faire suivre ce protocole à des grimpeurs, à des groupes de grimpeurs, et un groupe contrôle qui ne va suivre aucun entraînement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que les résultats de gains sont de différentes natures dans chaque entraînement. Par exemple,
si on prend un test qui consiste à soulever le poids maximum. Donc, il va vraiment évaluer la capacité musculaire à travailler en concentrique. On va s'apercevoir que l'entraînement excentrique nous permet des bénéfices qui sont certes un peu limités. 5%, c'est pas énorme, mais qui sont quand même significatifs. Pliométrique dans un deuxième, dans une moindre mesure, et l'isométrique ne permet pas un très gros gain. Si on s'intéresse à une autre tâche qui est plus un jump comme celui que présentait Xavier, c'est-à-dire qu'on fait une traction stricte. Alors dans cette traction stricte, on a encore bien sûr les muscles qui se contractent comme dans la première tâche, mais cette fois-ci on est à poids de corps et en plus on va utiliser la coordination de nos membres de nos membres inférieurs pour générer plus de puissance. Et là on s'aperçoit que les gains sont dans le même sens que les premiers, mais beaucoup plus amples. C'est-à-dire qu'en gros, ces entraînements, non seulement ils permettent de faire gagner en capacité musculaire, mais ils permettent aussi de mieux se coordonner ou on arrive à mieux exprimer notre puissance grâce à cette coordination. Et là, on a des gains, par contre, qui sont vraiment très intéressants. Toujours isométriques, avec des gains assez limités. Et maintenant, si on est sur une tâche qui est du rebond, donc c'est vraiment le jump qu'avait présenté Xavier. Donc là, on redescend et on remonte. Donc ça, c'est les aspects de cycle étirement détente. Donc voilà, de transfert d'énergie d'un mouvement préalable à l'autre via des aponevroses, de l'élasticité, des meilleures impulsions nerveuses. Ben là, on s'aperçoit que les gains ils sont beaucoup plus limités dans nos entraînements. Il faudrait probablement avoir des entraînements qui soient beaucoup plus longs pour avoir un gain là-dessus. Mais par contre, ce qu'on pressent, c'est que l'isométrique, il a l'air bon là-dessus. Donc, on voit que là, que les différentes natures d'entraînement, elles ne vont pas solliciter les mêmes capacités. Donc, sous le terme puissance ou que l'on peut utiliser génériquement en escalade, en fait, il y a plein de choses. Il y a l'aspect musculaire, il y a l'aspect de stockage et restitution d'énergie, il y a l'aspect coordination. Et selon ce qui nous manque, eh ben, les entraînements ne répondent pas exactement de la même manière. Alors pareil, là on en est au stade de traitement des données. Donc moi ce que j'aimerais faire, c'est un peu à l'image de tout à l'heure, c'est combiner toutes ces données que l'on peut récupérer à un seul graphique qui serait représenté là-dessus. Et dans ce graphique-là, on s'aperçoit, quand on les résume, qu'il y a deux axes. Il y a un axe qui est plutôt de la force, c'est-à-dire ma capacité à développer de la force concentrique, et un axe qui est plutôt associé à des variables qui sont associées à la vitesse. Donc là, on a comme une dichotomie force-vitesse qui est bien connue par les chercheurs. Et l'idée maintenant, c'est que lorsque je me situe sur ce graphique, si je suis plutôt du côté vitesse ou plutôt côté force, c'est de se dire qu'il faudrait suivre un entraînement qui permet de solliciter cette capacité pour, par exemple, viser quelque chose. Alors, je ne suis pas sûr que l'optimal soit dans le centre, mais viser un point dans lequel je serai optimal, qui pourrait être le centre, par exemple, quoi. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Laurent pour cette présentation super intéressante. Je suis sûr que ça a engendré des réflexions et des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Moi, j'en avais une plutôt sur l'application. Concrètement, si un entraîneur avec des athlètes veut aller faire des tests pour évaluer ses capacités de force et de vitesse, est-ce qu'il y a un danger, un risque à aller travailler en force et perdre ses capacités en vitesse, travailler en vitesse et perdre ses capacités en force? Est-ce qu'on va être dans le... Est-ce que si on vise le centre de cette répartition? Ouais, alors j'ai que des réponses partielles basées sur ce qu'on a vu là. Ces entraînements-là, sur la relation force-vitesse, ils arrivent à bouger le côté force, mais très faiblement. Probablement parce que 5 semaines d'entraînement, ce n'est pas suffisant pour vraiment faire évoluer la relation force-vitesse, mais il ne bouge pas du tout la vitesse. Et ce qui est en complément aussi, c'est que lorsqu'on fait une relation entre le niveau de grimpe en termes de cotation et les propriétés de force ou de vitesse, seulement les propriétés de force sont reliées au niveau. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez... plus vous grimpez fort en difficulté, plus vous avez une capacité de développement de force. Par contre, la vitesse, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être un grimpeur de cotation inférieure et avoir des très bonnes qualités de vitesse.
ou être un très bon grimpeur de haute cotation et avoir une faible vitesse. C'est-à-dire que la vitesse, elle n'est pas forcément reliée directement au niveau. Moi, je l'interprète comme une sorte de style, c'est-à-dire que la force, elle est indispensable pour progresser. Et la vitesse, c'est plus un style de grimpeur, c'est-à-dire qu'on peut avoir des grimpeurs qui sont plutôt rapides ou plutôt lents. Et après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler la vitesse, parce qu'il y a des passages ou des disciplines qui nécessitent d'avoir de la vitesse, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le travailler, mais elle n'est pas directement émanante de la progression en escalade, alors que la force, oui. Voilà. Et j'ai l'impression que là, dans ces données, dans cette présentation, on est plus centré sur le bloc en termes de discipline. On va être sur un effort un peu plus court. Si on s'intéresse à la diff, il va y avoir une notion de temps, une notion de maintenance de ses capacités de force et de vitesse dans le temps. Et avec la répétition, la fatigue, ça va décroître. Est-ce que augmenter est-ce que déjà, il y a première question, est-ce qu'on peut imaginer la possibilité d'aller évaluer ses capacités critiques au cours du temps, et est-ce que augmenter le niveau de départ d'une force en état frais va forcément augmenter le niveau maintenu? J'ai pas la réponse. C'est une très bonne idée, je pense. On peut effectivement évaluer le taux de fatigue. Ça se fait à travers le calcul de l'énergie en fait dépensée au cours de l'effort, et on peut voir apparaître effectivement des personnes qui se fatiguent ou pas. Ça, moi, je l'ai toujours fait je l'ai jamais étudié ce paramètre de fatigabilité suite à des entraînements. Ceci dit, je dis quand même une bêtise. Parce que, non, je dis complètement une bêtise, parce qu'on a également, sur ces 3 protocoles-là, on a quand même évalué en sortie la fatigabilité. Je dis complètement une bêtise, en fait, on l'a étudié. On s'est aperçu que l'excentrique ne faisait que très peu de gains en fatigabilité, alors que le pliométrique et l'isométrique avaient des bons gains en fatigabilité. Donc, encore une fois, les gains selon les entraînements ne sont pas les mêmes. Sur cet aspect fatigabilité. Moi, je dis une bêtise, on l'a fait. Super. Je suis sûr que la présentation d'Emma derrière répondra à ces éléments-là, mais comme j'ai mal géré l'organisation, on va passer à Titouan parce que c'était prévu comme ça, et on reviendra sur ses capacités de force, de vitesse maintenues au cours du temps ou en état frais. Donc on va aller sur la présentation de Titouan Perrin, qui est doctorant à quel labo ? HP2, pardon. HP2, ouais. Et voilà, Titouan, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Titouan Perrin. Je fais ma thèse sur la restriction du flux sanguin, et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'intérêt de l'entraînement en restriction du flux sanguin pour l'entraînement des fléchisseurs des doigts en escalade. Tout d'abord, la restriction du flux sanguin, on appelle aussi ça BFR, pour Blood Flow Restriction. Et ça consiste à s'entraîner avec des brassards qu'on va placer à la racine d'un membre, soit en haut de la cuisse, soit en haut du bras. Et ces brassards vont être gonflés dans le but de compresser les vaisseaux sanguins pour réduire le flux sanguin. Et si on s'entraîne avec ce type de brassard, on va en fait amplifier le stress métabolique lors de l'exercice, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir moins d'apport en oxygène, on va moins éliminer les déchets qui sont produits par l'exercice, donc on va très vite fatiguer. Ça nous permet alors de nous entraîner à plus basse intensité, tout en bénéficiant tout de même des adaptations qui seraient liées à un entraînement à haute intensité, des gains de force, des gains de masse musculaire ou encore des gains d'endurance de force. Ça, c'est la théorie sur l'entraînement en restriction du flux sanguin en BFR. Maintenant, si on s'intéresse en escalade, on a beaucoup moins de données sur ce sujet-là. Et il faut savoir que la contraction en escalade, elle est assez particulière, notamment au niveau des fléchisseurs des doigts, avec des fortes contraintes mécaniques et un risque de blessure important, notamment au niveau des poulies. Et on pourrait se dire que l'entraînement en BFR pourrait être une méthode de réduire l'intensité de l'exercice tout en bénéficiant d'adaptations intéressantes. Donc ça pourrait être, d'abord, ça pourrait avoir un intérêt pour prévenir aussi du risque de blessure. Dans un deuxième temps, on sait qu'en escalade, on a besoin à la fois de la force, de la résistance de force et d'un haut niveau d'endurance. Et on sait qu'avec ce type d'entraînement, on pourrait améliorer les trois d'un coup. Et donc ça pourrait être intéressant à mettre en place. Mais on n'a pas encore vraiment de données à ce sujet-là en escalade. Et enfin, c'est un peu plus compliqué, mais
La contraction en escalade des fléchisseurs des doigts, elle est isométrique, c'est-à-dire que le muscle ne bouge pas pendant la contraction. Ce qui fait qu'en fait, il y a déjà une restriction du flux sanguin du fait que le muscle, grosso modo, il va comprimer lui-même les vaisseaux sanguins. Et donc, un entraînement en restriction du flux sanguin pourrait peut-être amplifier ce phénomène. Si on regarde dans la littérature scientifique les travaux sur ce sujet du BFR en escalade, en fait, il y a grosso modo une étude qui est intéressante, qui s'intéresse à évaluer, à comparer un entraînement de 5 semaines avec des brassards qui vont réduire le flux sanguin à basse intensité et qui compare un entraînement réalisé à basse intensité. Ils avaient pris 28 grimpeurs, je crois, d'un niveau de 7C8A. Ils les avaient répartis dans 2 groupes pendant 5 semaines. Un groupe faisait 2 fois 10 minutes dans du 6A, grosso modo, pendant 5 semaines. Un groupe avec les brassards et l'autre groupe faisait la même chose sans les brassards. Ils ont évalué la force et l'endurance des forces des bras et des fléchisseurs des doigts. Et ce qu'ils ont observé, c'était que le groupe qui s'entraînait avec les brassards, il améliorait assez significativement son endurance de force, à la fois des fléchisseurs des doigts et des bras. Par contre, personne n'améliorait la force. Et le groupe qui s'entraînait seulement à basse intensité, eux, ils n'avaient aucun bénéfice à ce type d'entraînement-là. Donc cette première étude, elle est intéressante parce qu'elle nous montre que l'entraînement en BFR en escalade peut avoir un intérêt pour améliorer son endurance de force. Par contre, c'est assez étonnant de voir qu'on n'a pas de gain de force maximale. Et ça pouvait être parce qu'en fait, l'entraînement était calibré un petit peu à trop basse intensité. En fait, si on fait grimper des grimpeurs dans du 6A alors qu'ils ont un niveau 8A, la sollicitation énergétique, elle serait trop faible pour épuiser le muscle et pour aussi créer de la force musculaire de ce point de vue-là. Et ce qui serait intéressant de faire, c'est de savoir si l'entraînement qui a été proposé, là, par exemple en BFR, il serait proche d'un entraînement réalisé à haute intensité en escalade. Et donc c'est l'idée de l'étude qu'on est en train de faire au laboratoire HP2, qui est de comparer les effets d'un entraînement des fléchisseurs des doigts en BFR, donc à basse intensité, et de comparer ça à un entraînement classique réalisé en résistance de force à haute intensité sur les adaptations musculaires et vasculaires des grimpeurs. Pour ça, on est en train de recruter 45 à 60 grimpeurs et grimpeuses qui s'entraînent régulièrement et qui ont un niveau avancé supérieur à 7A. Et on va leur proposer 5 semaines d'entraînement à hauteur de 2 fois par semaine. Ils vont être attribués aléatoirement en fait, à 3 groupes. Un groupe qui s'entraîne à haute intensité, un groupe qui s'entraîne à basse intensité avec les brassards, et un groupe qui est un groupe contrôle qui continue sa grimpe libre. Et avant ça. Et du coup, l'entraînement, il consiste à faire des suspensions sur une smartboard donc, qui a été présentée par Laurent tout à l'heure. Donc une poutre connectée et on fait des répétitions de suspension pour bien cibler les fléchisseurs des doigts. Et avant l'entraînement, on fait tout un panel de mesures sur les grimpeurs, leur résistance de force, leur force maximale, leur niveau d'endurance. Il y a aussi des mesures un peu plus physiologiques ou très biomécaniques sur du débit sanguin pendant une contraction ou encore des coordinations intermusculaires qui sont faites par Xavier. Et on fait toutes ces mesures-là avant et après le protocole d'entraînement pour voir s'il y a des gains dans chaque protocole et pouvoir comparer les protocoles entre eux. Malheureusement, là, vous êtes en haleine, vous aimez bien avoir les résultats, mais on ne les a pas encore, je suis désolé. Donc ce sera peut-être pour l'année prochaine, il faudra revenir. Mais ce qu'on peut dire, grosso modo, c'est du coup que le BFR en escalade, il peut être pour l'instant, de ce qu'on sait, intéressant chez le grimpeur blessé ou à risque de blessure qui n'est pas capable en fait, de soulever des charges lourdes, de faire de la haute intensité. Et il pourrait être aussi intéressant chez le grimpeur sain qui veut varier le stimulus d'entraînement pour avoir des adaptations musculaires, et qui serait du coup en complément d'un entraînement à haute intensité. Mais l'efficacité réelle du BFR en escalade reste encore à quantifier exactement et pour ça, il faudra attendre les résultats de l'étude. Donc merci de votre attention et je cherche encore des participants. Donc si vous connaissez des grimpeurs grenoblois, n'hésitez pas à diffuser l'étude. Merci. Merci Titouan pour ta présentation.
Je commence par une première question, le temps de laisser au public de réfléchir à la prochaine question. Donc l'étude est en cours, il n'y a pas encore de résultats, ce qui est dommage parce qu'on a envie d'avoir les résultats l'année prochaine sûrement. En termes de, si on peut pas avoir les résultats, en termes d'hypothèses, en termes d'attendus, toi, basé sur la littérature, quelles sont tes hypothèses sur ces deux groupes d'entraînement, enfin ces trois avec le groupe contrôle? Grosso modo, on sait par exemple que l'entraînement résistance de force à haute intensité, il arrive à améliorer à la fois la force maximale, la résistance de force et le niveau d'endurance. Et en fait, notre question, c'est vraiment est-ce que le BFR il arrive à atteindre les mêmes objectifs ou pas. On pense qu'en termes d'endurance de force et de résistance de force, on arriverait à atteindre les mêmes résultats, donc des gains significatifs, parce qu'en fait, en stressant, en réduisant le flux sanguin, on va vraiment solliciter le muscle dans sa filière, on va dire, aérobie, grosso modo en endurance. Et en termes de force max, on a un peu plus de doutes. Donc c'est pour ça que c'est encore assez exploratoire. Comme je l'ai montré tout à l'heure, il y a une étude qui n'a pas montré de gain de force. Donc après, là, c'est un exercice qui est beaucoup plus épuisant. Donc peut-être qu'on arrive à recruter davantage de fibres rapides et de gagner en force. Mais pour l'instant, on pense que les gains de force seraient plus faibles que l'entraînement en résistance de force à haute intensité. Et ce serait un peu la limite aussi de cette technique-là. Donc pour reformuler, pour rediscuter ensemble là-dessus, l'idée c'est bien avec le BFR de ne pas trouver une méthode d'entraînement qui soit plus performante que l'entraînement à haute intensité qui existe déjà, mais ce serait d'avoir les mêmes effets, les mêmes gains, avec des contraintes mécaniques musculaires plus faibles. Ouais, exactement. Après, si on voit que le BFR c'est mieux, tant mieux. Mais l'intérêt du BFR à la base, ça a été développé en kinésithérapie, en réhabilitation, pour des sujets qui ne pouvaient pas soulever des charges lourdes, mais pour leur permettre de gagner en masse musculaire, après par exemple les blessures aux ligaments croisés, etc. Et du coup, dans la continuité, on pourrait penser que là, ça permettrait d'être un moyen d'atteindre les mêmes objectifs qu'un entraînement à haute intensité, mais en divisant la charge d'entraînement grosso modo par 2. Et donc le risque de blessure aussi. Bon, quels que soient les résultats, dès que tu les as, tu les donnes. Et si c'est plus fort avec le BFR, on en achète plein au club pour tous les athlètes. Ça marche. J'ai vu qu'il y avait une question dans le public. Ça marche? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il est pertinent de s'entraîner dans son niveau max ou max -1 avec cette technique du BFR du coup? Alors, j'aurais tendance à dire que non, pour 2 raisons. La première, c'est que tu vas pas réussir. En fait, on fatigue très très vite et c'est dur de maintenir de la haute intensité. Où en fait, tu vas pouvoir faire des mouvements de force max, mais dès que tu vas rentrer un petit peu en rési, la capacité de récupération est bien amoindrie parce qu'on divise grosso modo le flux sanguin par 2 à 3. Donc, tu vas pas pouvoir aller dans ton projet avec ce type de méthode-là. Mais en t'entraînant à plus basse intensité, tu pourras avoir des bénéfices ensuite pour ton projet et plus tard. Alors, l'idée, c'était pas du tout de sur un projet, c'était même échouer, c'est le but. Tu as plein d'exercices, c'est se fatiguer et rentrer dans une voie et tomber à 75%. C'est déjà super pour l'entraînement. Est-ce que du coup le BFR pourrait améliorer cette technique d'entraînement? C'est juste ça que je me demandais. J'ai pas entendu le début, excuse-moi. Pardon, oui. Donc il y a des entraînements qui demandent donc de se fatiguer avant d'entrer dans une voie pour pouvoir pas la réussir, mais arriver au moins aux 3/4 de la voie et chuter. Si on réussit, c'est que l'exercice n'était pas assez violent. Donc on peut s'entraîner comme ça. C'est une méthode. Peut-être que le BFR pouvait consolider cette technique. Ouais, je vois tout à fait. Ça pourrait être assez intéressant de travailler en pré-fatigue avec ce type de technique, notamment parce que du coup, c'est une fatigue qui va pas, c'est une technique qui va pas stresser les tissus, qui va pas abîmer les doigts, etc. Donc tu fais ça en pré-fatigue. Et après, tu vas faire des essais dans des voies un peu dures où le but c'est de grimper en étant fatigué. Dans ce cas-là, ça pourrait être un complément intéressant, ouais, carrément. Je rebondis rapidement sur cette question-là. Le BFR nous vient de la musculation. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. C'est utilisé en pré-fatigue, comme on peut faire des exercices de pré-fatigue avant d'aller dans une voie. C'est ce qu'on appelle l'ischémie pré-conditioning. Donc c'est l'utilisation du BFR
pour réduire ça juste avant de faire la performance. Et d'ici quelques années, j'espère qu'on en aura de plus en plus de chercheurs qui travaillent sur l'escalade et qu'on ira investiguer ces méthodes-là. Est-ce que pendant ces 45 minutes d'entraînement, les temps de repos, ils sont aussi en restriction ou pas? Oui. Ouais. Ok. Et du coup, en fait, on va réduire les temps de récupération entre les séries parce que de toute façon, on récupère pas beaucoup et faut pas rester non plus trop longtemps avec les brassards. Donc en fait, notamment un autre intérêt du BFR, c'est que du coup la séance est plus courte parce que les temps de récupération sont plus courts. Mais il y a des techniques aussi. Des fois, il y a des chercheurs qui utilisent le BFR, mais avec des temps de récupération un peu plus longs et en relâchant les brassards. C'est juste un choix. Si on les relâche, on va avoir tendance à travailler à plus haute intensité pour se fatiguer. Si on garde les brassards gonflés pendant la récupération, en fait, on va faire que accumuler de la fatigue. Et du coup, on va finir par travailler à moindre intensité. Et nous, là, vu que le but était de comparer un entraînement vraiment à basse intensité, de réaliser l'entraînement à basse intensité, on s'est dit on va garder les brassards gonflés. On a parlé un petit peu de gain en endurance possible en attendant les résultats. Est-ce qu'il pourrait y avoir des gains en récupération? En récupération pour la performance, donc récupérer entre deux blocs ou au sein d'une voie quand on nous délai, et récupérer aussi en gain pour l'entraînement, quand entre deux séances, on veut récupérer pour essayer de s'entraîner le mieux possible à intensité la plus maximale possible. Ouais. Alors, du coup, sur les deux questions, si tu veux récupérer en deux voies, en fait, la fatigue que tu vas induire, elle va récupérer assez rapidement, parce que notamment, tu as moins de dommages musculaires, etc. Donc, tu vas potentiellement pouvoir répéter l'exercice un peu plus tôt aussi. Mais après, en termes de cinétique de récupération, il y a encore peu de résultats à ce sujet-là. Mais en fait, dès qu'on va relâcher le brassard, la fatigue qui est induite, en fait, on va récupérer assez vite parce que dès qu'on élimine les déchets et qu'on ramène de l'oxygène aux muscles, il va pouvoir continuer à travailler. Donc dans ce sens-là, oui, ça pourrait avoir un bénéfice en récupération, d'autant plus que tu stresses fortement du côté oxydatif le muscle, vraiment côté aérobie, et du coup tu vas potentiellement avoir des meilleures capacités de récupération qui sont induites par cette filière-là en fait. Du coup, j'avais aussi, peut-être plus une remarque qu'une question, mais je suis curieux d'avoir ta réponse quand même derrière ce que je veux dire. Je trouvais intéressant de rappeler que oui, ça peut diminuer les contraintes mécaniques, ce qui peut être très intéressant dans certains cas. Mais il ne faut pas oublier que, à mon avis, ça doit quand même rester quelque chose d'assez ponctuel, dans le sens où les contraintes mécaniques, elles sont importantes pour adapter les tissus. Et notamment, si on n'a pas de contraintes mécaniques au niveau des doigts, et donc sur les poulies et les différents tissus, ils ne vont pas s'adapter. Donc si on développe énormément sa force avec du BFR, et donc si jamais il y a des gros résultats en gain de force, on va gagner énormément de force là-dessus. Oui, on va gagner de la force, mais si nos tissus ne s'adaptent pas, et que derrière on va tirer avec énormément de force sur les prises, et si les doigts ne sont pas adaptés, par contre, là on aura peut-être plus de risque de se blesser aux doigts. Donc je vois peut-être plus ça soit en rééducation post-blessure pour remettre de la charge progressivement et maintenir des capacités physiques, mais comme tu le sous-entendais dans les dernières diapos, soit dans des phases où on a des grosses charges d'entraînement et donc pour diminuer le risque de sursollicitation. Mais voilà, rappelez que les contraintes mécaniques sur les doigts, elles restent importantes à avoir et il ne faut pas juste s'entraîner en diminuant les contraintes. Voilà. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison et je n'ai pas eu le temps dans la conclusion de développer ça, mais carrément en fait, on pense maintenant le BFR un peu plus si c'est soit en réhabilitation ou comme pour des personnes blessées, soit si c'est pour l'athlète, c'est souvent en combinaison d'un entraînement à haute intensité et pas remplacer l'un par l'autre, notamment parce qu'il y a les adaptations ne sont pas complètes de ce point de vue-là, d'un point de vue de l'appareil ostéo-articulaire, quoi. Et après, dans la littérature, oui, pour l'instant, en fait, il n'y a pas vraiment d'effet sur les tendons, les structures articulaires, les tendons, etc. Mais comme c'est des structures qui mettent beaucoup plus de temps à s'adapter, en fait, il n'y a pas eu d'études qui ont proposé 1 an d'entraînement en BFR pour savoir si en fait, on perd un petit peu en propriété des tendons, etc. Et
Ouais, si je peux juste apporter une précision sur ça. Alors, dans l'étude qui est menée par Titouan, nous, on est associés, et on est associés du côté biomécanique. Et en fait, cette question, on s'est posée. En gros, l'idée, c'est on développe un dragster qui va être capable de développer, enfin, de créer des forces très importantes. Si tout le système qui transmet ces forces s'adapte pas, qu'est-ce que ça fait? Voilà, l'idée, c'est la remarque, elle est hyper bonne. Et donc, nous, on s'est associé avec les imageurs du CHU pour aller tester avec de l'élastographie, de l'échographie, l'adaptation des autres structures que celles qui sont les structures musculaires. Alors, c'est pas facile à faire, il y a certainement plein de difficultés associées sur le temps très court de l'exercice. Mais voilà, c'est quelque chose dont on est conscient en fait. Oui, mon but c'était surtout de profiter de parler de cet aspect contrainte mécanique qui reste important aussi. J'ai une petite dernière question, si c'est possible. Je la donnais à Sylvain, parce qu'on ne peut pas lui refaire une question, mais vraiment c'est la dernière pour qu'on essaye de respecter le timing et on aura le temps de discuter après. Merci beaucoup. Juste une question. Là, en fait, on vend un peu du rêve, du coup, avec un super outil qui est entre la main d'experts. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un peu des dangers, justement, de pouvoir mettre cet outil entre les mains de tout le monde et voilà, c'était pour pouvoir avoir ton avis là sur la question. Oui, non, carrément. On ne va pas vous conseiller de faire ça chez vous avec une chambre à air de vélo et un tourniquet pour serrer. Là, on parle notamment de restriction du flux sanguin, donc on ne va pas occlure totalement l'artère, etc. Et si c'est mal fait, il y a potentiellement des risques de créer des caillots sanguins, etc. Donc des risques de thrombose après. C'est pas très conseillé. Donc le mieux, c'est déjà soit de se faire accompagner par des gens qui connaissent ça, soit après, il y a des appareils qui vont en fait calculer votre pression d'occlusion, donc c'est-à-dire des brassards qui vont calculer à quel moment en fait l'artère elle est occlue, et on se met toujours à des pourcentages inférieurs à ce 100% d'occlusion pour en fait qu'il n'y ait jamais une occlusion artérielle. Donc voilà pour ça. Et après, si vous faites ça chez vous, faut commencer très basse intensité. Ça sert à rien que le brassard soit gonflé fort, parce que c'est pas parce qu'on a forcément mal qu'il y a des bénéfices. Donc c'est utilisé notamment en kinésithérapie et il y a des formations pour aussi. Donc voilà. Si vous avez juste une chambre à air de vélo, faites-le pas. Et je crois que Julien voulait rebondir. Je veux dire, faut pas oublier que c'est quelque chose qui est fait de manière assez précise. Quand c'est fait justement, comme il le disait, c'est des pourcentages d'occlusion. C'est pas juste on serre et voilà. C'est un pourcentage assez précis et pour que ce soit bien fait. Et il faut pas oublier qu'il y a des contre-indications à l'utiliser aussi au niveau cardiaque ou des maladies vasculaires, etc. Donc c'est pas, faut pas chercher à l'utiliser juste comme ça. C'est quelque chose qui doit être fait de manière encadrée. Juste nous, par exemple, au laboratoire, avant qu'il y ait un participant qui arrive, il fait une visite médicale pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à son utilisation. Super, on va passer à l'avant-dernière présentation de cette table ronde. Hop, Emma qui va nous présenter les récents travaux. Ouais, tiens. Petite chaise musicale et on est prêt. Bonjour, donc moi c'est Emma Pirodon. Là je vais vous présenter un test innovant sur l'évaluation de la force critique en escalade. Donc c'est issu d'une collaboration avec Chambé Escalade et le LIBM avec le STAPS Chambéry. Donc on va plus parler aujourd'hui du bloc et de la diff qui nous intéresse. Donc comme on sait, le bloc, il y a plus de force en jeu sur un temps plus court, et la diff, ça va être plus maintenir une force, mais plus longtemps. Donc ces deux disciplines, elles sont vraiment de l'endurance de force, et il y a un des facteurs qui est plus limitant, qui est la résistance à la fatigue au niveau des fléchisseurs des doigts. On sait aussi que le temps de suspension sur des lattes, c'est un indicateur clé de la performance. Donc on peut avoir des tests de force max ou autre sur des lattes qui nous permettent d'avoir une corrélation entre le résultat du test et la performance des grimpeurs sur des niveaux de difficulté.
pour revenir sur la force d'endurance que j'ai appelée ici la force critique. Pour expliquer tout ça, on peut maintenir une force max peu longtemps, mais on peut aussi maintenir cette force plus ou moins longtemps si elle est proche de sa force max ou non. Et on va avoir un seuil, comme on a parlé tout à l'heure, qui est un seuil de fatigabilité. Et ce seuil, si on va le dépasser, si on le dépasse plus ou moins, on va pouvoir donc maintenir la force plus ou moins longtemps. Le but, c'est de savoir comment on peut avoir ce seuil et du coup réussir à augmenter ce seuil pour augmenter le temps de maintenir une force qui est plus ou moins élevée. Actuellement, la méthode de référence historique, c'est le all-out pour savoir notre force d'endurance, qui est de maintenir une suspension 7 secondes, relâcher 3 secondes, mais à chaque suspension, c'est de maintenir le maximum qu'on peut, le maximum de force. Et on va arriver à un moment donné où la force va stagner et en fait, c'est une force, c'est un seuil qu'on pourrait maintenir théoriquement indéfiniment. Les inconvénients de ce test, c'est que c'est un test supramax, donc à toutes les 7 secondes, on va forcer le maximum qu'on peut, donc c'est douloureux, ça fatigue énormément, et c'est très dépendant de la motivation de l'athlète, parce que des fois, on a l'impression de forcer vraiment au maximum, mais on n'engage pas tout vraiment. Par contre, les points positifs, c'est vraiment qu'il n'y a qu'une seule session et c'est 4 minutes de test. Il y a une autre méthode actuellement qui existe, c'est la méthode des temps limites. Donc cette méthode, elle se fait pareil, avec 7 secondes de suspension, 3 secondes de repos. Et alors on vient faire plusieurs sessions où on va devoir maintenir une force le plus longtemps qu'on peut. Et on va venir récupérer les points des temps qu'on a fait sur cette force pour pouvoir ensuite mettre un algorithme qui va nous ramener à notre seuil de fatigabilité qu'on est censé avoir. Les problèmes de cette méthode, c'est que ça reste des tests supramax et qu'il y a plus de sessions. Là, on va avoir 4 sessions par rapport à all-out où on n'a qu'une seule session. Ça reste aussi douloureux et très fatigant. C'est compliqué derrière si on veut venir faire une session d'escalade 10 minutes derrière. En fait, on est complètement pété et c'est vraiment compliqué. Donc le but aujourd'hui de la présentation, c'est de présenter un nouveau test qu'on est en train de valider, qui a pour objectif de venir suivre une force qui va décroître. Et pendant qu'on suit cette force qui décroît, on va venir faire des mouvements maximaux intermittents, qui sont vraiment brefs, de quelques secondes. Et en fait, à un moment donné, l'athlète va commencer à récupérer. Donc, on suit la force, on va faire des mouvements maximaux. C'est la force des mouvements maximaux, le résultat des mouvements maximaux va diminuer. Et ensuite va commencer à remonter, et c'est le moment où on commence à récupérer. Et le point le plus bas, avant la remontée, c'est la force critique, la force d'endurance de l'athlète. Donc ce test qui sera nommé le raclette test, Ramp Above Critical Lowering Exercise Test, il présente plusieurs avantages par rapport aux 2 tests précédents que je vous ai présentés. Le fait que ce soit un test sous-maximal, même s'il y a des brefs mouvements maximaux, on arrive à ne pas être trop fatigué et donc pouvoir récupérer derrière pour pouvoir regrimper et donc pouvoir faire ce test en amont par exemple d'un entraînement. On prend 20 minutes de récup puis ensuite on peut s'entraîner. Aussi le fait que ça dure que sur une seule session, donc ça permet de pouvoir le faire une fois par semaine, en pré-saison, en post-saison, des choses comme ça. Sur notre protocole qu'on a mis en place pour pouvoir valider ce test, on a mis en place donc un protocole en 7 secondes de suspension, 3 secondes de repos, comme pour les 2 autres tests que je vous ai présentés. Et on a effectué 6 sessions. On a effectué 2 sessions de test raclette pour pouvoir voir si le test était fiable d'un jour à l'autre. Et 4 sessions par ordre aléatoire avec des temps limites pour avoir une référence pour savoir si ça nous donnait les mêmes valeurs. Concernant les résultats qu'on a pu avoir, au niveau de la fiabilité du test, sur les 2 sessions de raclette, on a eu des valeurs qui étaient assez similaires pour tous les sujets.
Et ensuite, pour tout ce qui est la validité par rapport aux tests de référence, on a aussi des valeurs qui étaient très cohérentes sur ces résultats. À prendre en compte que là, on a encore pas mal de sujets à faire passer pour avoir un grand nombre de sujets. Et bien prendre en compte les facteurs externes qu'on a essayé de diminuer au plus, donc standardiser tout ce qui est encouragement, la fatigue des athlètes, ils n'avaient pas le droit de grimper un jour avant, et la motivation qui est un peu plus compliquée à prendre en compte. Donc sur ce test, qui est le raclette test, c'est vraiment un test qui est sous-maximal, qui se fait en une seule session, et qui permettrait donc de déterminer la fatigabilité des fléchisseurs des doigts et qui est le facteur le plus limitant en escalade. Et en plus de ça, ce test, il est peu fatigable et il permet de pouvoir grimper derrière et de pouvoir récupérer facilement. Et donc avec ce test, on pourrait évaluer la capacité physique des athlètes, que ce soit en pré-saison, post-saison, sur des périodes voulues dans l'entraînement, d'une semaine à l'autre. Voilà. Merci à vous. Merci Emma pour ta présentation. C'est toujours un plaisir et une fierté de voir la meule de raclette sur toutes les présentations du raclette test. Je vais éviter de poser des questions parce que je connais d'un peu trop près le sujet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil, les collègues, si vous avez des questions là-dessus, allez-y. Merci du coup pour la présentation. Est-ce que l'idée après de ce test-là, c'est de le rendre accessible à tous avec du coup un code ou sur une application, je sais pas, où on pourrait brancher une input connectée dessus? Ouais, totalement. Là, actuellement, on a fait le test sur... on avait juste 2 capteurs de force et un code. Et en fait, le but, c'est de tout mettre en open source. Donc, que ça soit le code pour pouvoir accéder aux données ou même la création de la plateforme qui demande pas grand-chose, de planches de bois, de lattes, de capteurs de force. Et puis, voilà. Trop bien. Et du coup, j'enchaîne. Et du coup, sur vous faites des forces max, vous commencez à quelle intensité de votre force et c'est quoi grosso modo le protocole en termes des suspensions répétées aussi? Je suis heureux. Alors ça a été la chose la plus difficile, on va dire, à mettre en place parce que selon les athlètes, si on les faisait commencer trop haut par rapport à leur force max, ils n'arrivaient pas à finir le test. Et si on les faisait commencer trop bas, on n'avait pas des données assez correctes pour pouvoir dire là c'est la force critique. Et donc du coup, en moyenne, c'est quand même à peu près à 60% de la force max. On fait partir l'athlète à 60% de sa force max. Et du coup, il fait du 7 secondes, 3 secondes, il relâche. Et toutes les 30 secondes, il vient faire une suspension maximale. Donc le but, c'est pas de tirer, c'est vraiment de la suspension. Donc s'il arrive à soulever, on rajoute du poids pour que l'athlète se suspende pas. Et le test dure 5 minutes, donc il y a à peu près, je sais plus, 6-7 force max dans le test. Et du coup, vous individualisez la force de départ ou... Ouais, du coup, on fait des pré-manips qui nous permettent de savoir à peu près où le sujet va se situer. Le range était assez grand, donc ce qui serait intéressant, c'est de voir selon les niveaux, si le range il est corrélé au niveau des athlètes. Là, on pouvait aller de partir de 70% de la force max à 40%. Donc vraiment un gros range. Il y a une question devant, si on peut passer un micro. Merci. Merci pour la présentation. Par rapport aux différentes sessions, dans votre protocole, il y avait 2 raclettes et 4 hautes sessions. Combien de repos est-ce que vous faites entre les sessions? Est-ce que c'est une question de jour parce que force max potentielle, donc je ne sais pas si ça nécessite un gros repos ou c'est des heures de repos? Pour tout ce qui est reproductibilité, on n'a pas fait un jour après l'autre pour avoir du repos. C'était de une semaine à l'autre où il y avait au moins 48 heures de repos entre chaque session pour pouvoir avoir un temps de repos assez élevé. En fait, il faut bien imaginer effectivement que et c'est tout l'intérêt des tests raclette, la récupération est rapide derrière.
on peut vraiment faire sa séance 20-30 minutes. On a fait également, alors ce test raclette, on l'a décliné nous au laboratoire sur énormément de sports. L'escalade est presque le petit dernier, malgré nos velléités personnelles, mais c'est presque le petit dernier où on va le valider là-dessus. Mais ce test-là permet vraiment de ne pas impacter trop la charge d'entraînement, et c'est son but. À l'inverse, quand on fait un temps limite, qui est la méthode de référence, sur 8 minutes, où on se bat jusqu'à la fin pour faire tenir la force seuil sur l'écran, il faut imaginer que derrière, c'est plusieurs jours de récupération pour vraiment se ressentir frais et repartir. Le raclette, on a même la possibilité de le faire au sein de la même journée, de faire 2 tests raclette de suite, un le matin, un l'après-midi, sans aucun impact en termes de valeur et donc de performance réalisée. Mais alors, du coup, ce que j'ai pas compris, c'est quelle est la grosse différence alors avec le raclette en termes d'intensité. Ce que vous avez dit, c'est que vous faisiez quand même des 7 secondes de hang, 3 secondes de repos qui s'enchaînent. Et en plus de ça, il y avait des exercices à intensité max. Mais du coup, en quoi ça se différencie pour être moins fatigant? En fait, déjà, l'athlète, il fait du 7 secondes, 3 secondes, mais en partant à 60% de sa force max. Et ça va diminuer jusqu'à arriver à 0%. Donc en fait, il y a vraiment 3 minutes où c'est un peu compliqué pour l'athlète, mais ensuite, il commence vraiment à récupérer. Et les forces max, elles durent 1 à 3 secondes. C'est vraiment une suspension max. Et du coup, c'est pas cette suspension max qui va venir casser des fibres et vraiment faire mal à l'athlète. À la différence du all-out, où sur chaque 7 secondes, il faut donner le maximum que ce que tu peux donner. Et donc, à ce moment-là, ça reste plus compliqué parce que tenir 4 minutes en faisant du 7-3 au maximum que ce que tu peux donner, c'est dur. Voilà. Et en complément de la bonne réponse qui a été donnée, le switch de paradigme qu'il y a eu, c'est de se dire aujourd'hui les tests d'effort, c'est soit intensité constante maintenue jusqu'à épuisement, on arrive à l'épuisement, soit quelque chose d'incrémental où on va aller sur des paliers de plus en plus durs. C'est les choses qui sont faites sur des tests de VO2 max ou plein d'autres tests, et où on finit à l'épuisement. Et là, du coup, le but, ça a été de faire un test décrémental où on passe dans un moment donné où plus on avance dans le test, plus c'est facile. Et quand on arrive sur le switch de récupération, on a une estimation indirecte de la force d'épuisement sans y être allé. On va pouvoir passer à la dernière présentation. Donc on va avoir une présentation de Julien. Si je retrouve le PDF. Donc je vais déjà commencer à vous en parler un petit peu. Donc le but de ma présentation, là, c'est d'apporter surtout une réflexion en fait, sur les contraintes exercées au niveau des épaules. Et donc la question est, est-ce que les épaules des grimpeurs sont plus fortes et plus stables, donc c'est-à-dire plus fortes et plus stables que dans la population lambda ou dans d'autres sports? Donc en fait, cette question, elle m'est venue pour différentes raisons. Notamment parce que dans ma pratique, donc j'ai observé beaucoup de blessures au niveau des épaules en sachant que donc c'est un sport où il y a énormément de contraintes sur les bras, mais on se dit, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'entraînement spécifique à ce sujet? Est-ce que c'est juste qu'il y a trop de contraintes? À côté de ça, je voyais parmi les blessures au niveau des épaules, je retrouvais quand même régulièrement des douleurs liées à des instabilités au niveau des épaules. Et je voyais également pas mal de grimpeurs avec des signes de laxité, c'est-à-dire des signes de laxité. Donc c'est un excès de souplesse au niveau des articulations, donc c'est plutôt les ligaments qui sont mis en cause. Là, en l'occurrence, sur l'image qu'on voit, c'est une hyperlaxité au niveau du coude, c'est-à-dire que le coude va très facilement en hyperextension. À savoir que quand on a un signe d'hyperlaxité au niveau du coude, en général, on a aussi à côté une épaule qui est quand même très souple, voire en excès de laxité. Donc après, par rapport à ça, je me suis posé la question de savoir s'il était possible de faire un lien avec des études déjà existantes pour voir s'il y avait des risques d'instabilité en escalade ou pas. Donc je vais vous présenter notamment 3 études qui vont avoir du coup qui vont pouvoir apporter quelques conclusions à ce sujet. Donc déjà à savoir que c'est une étude qui n'est pas très récente, qui date de 2009, mais qui cherchait à comparer les ratios de force de rotateurs internes et rotateurs externes au niveau des épaules. Donc rotation interne, c'est
ce qu'on fait majoritairement en escalade. Donc c'est le fait d'amener le membre supérieur en rotation interne, donc le poignet vers le bas. Rotation externe, donc ça va être l'inverse. Simplement, l'étude a retrouvé qu'il y avait, donc, par rapport à une population saine, non sportive, si je devais résumer, les grimpeurs avaient plus de rotation interne par rapport à la rotation externe que dans une population saine. Donc ça confirme juste l'hypothèse que l'escalade développe davantage les rotateurs internes par rapport aux rotateurs externes. Si on devait résumer, c'est ça. Ça confirme l'hypothèse. Donc, à côté de ça, une autre étude qui date un peu plus récente, qui date de 2012, a cherché à voir si les activations musculaires avaient une influence sur la stabilité au niveau de l'épaule. Donc cette étude, elle a démontré que si on avait un muscle grand dorsal très développé par rapport aux autres muscles, on avait plus de risques d'instabilité, notamment d'instabilité postérieure et également aussi d'instabilité antérieure. Donc si on a un grand dorsal, donc le grand dorsal c'est le muscle taillé un peu en V qu'on retrouve chez les nageurs, chez les grimpeurs, qui est un muscle justement rotateur interne. Et donc si on a ce muscle très développé par rapport au muscle de la coiffe rotateur externe, et c'était notamment en comparaison avec le muscle infraépineux, on a plus de risque d'avoir de l'instabilité. Donc en fait, déjà juste avec ces deux études, on peut émettre l'hypothèse que l'escalade, qui développe plus les rotateurs internes et un peu moins les rotateurs externes, peut créer un terrain à risque d'instabilité de l'épaule. À côté de ça, une étude très récente cette fois, qui a été réalisée cette année par une étudiante kinésithérapeute dans le cadre d'un master. Donc elle a fait des tests fonctionnels de stabilité chez les grimpeurs. Donc ces tests fonctionnels, donc c'est les CK-Quest et SEBT modifiés. Pour faire simple, donc c'est des tests dynamiques qui mettent l'épaule dans des contraintes liées à la stabilité. Donc c'est un test notamment, donc le SEBT, c'est ce qu'on voit des fois décrit un peu pour les genoux, c'est-à-dire pour les genoux c'est un Y, je me mets sur un pied, je vais essayer d'aller le plus loin possible dans chaque direction. Pour l'épaule c'est un peu pareil, je m'appuie sur un bras et je vais aller croiser dans les différentes directions avec l'autre bras. Donc je peux être limité aussi par un peu des problèmes de mobilité bien entendu, mais c'est un test qui est surtout décrit pour évaluer la stabilité du bras, notamment la stabilité du bras sur lequel on est en appui. Le CK-Quest, ça va être plutôt un test de rapidité, où je me mets classiquement un peu en position gainage ou pompe, et je vais me déplacer rapidement de gauche à droite, et je vais devoir faire le plus de mouvements possible pendant un temps donné. Et donc ces tests, ils sont beaucoup étudiés dans la population sportive, dans de nombreux sports, et donc il y a des référentiels un peu pour chaque population sportive, mais il n'y avait pas de référentiel dans le monde de l'escalade. Donc Ludivine a essayé d'évaluer chez des grimpeurs un référentiel pour voir si, en le comparant aux autres sports, les grimpeurs étaient plus hauts, plus bas ou pareil par rapport à toutes les autres populations sportives. Et donc les résultats étaient qu'il n'y avait pas de différence. Les grimpeurs n'avaient pas des épaules donc potentiellement plus stables, plus fortes sur ces tests. Et il y avait même dans une des directions sur le SEBT où on vient croiser au niveau de l'épaule, il y avait une différence plutôt inférieure chez les grimpeurs. Les grimpeurs c'était pas significatif, mais étaient plutôt en dessous des résultats des autres sports, de l'ordre de 10%, il me semble. Et il y avait notamment une direction où on vient croiser, où là c'était un peu plus significatif. Petite remarque également dans ces résultats d'études, sur 120 cas étudiés, 25 pratiquaient l'escalade avec des douleurs au niveau de l'épaule. Donc les tests, elle les a réalisés dans différentes salles d'escalade, et elle proposait aux grimpeurs de faire ces tests avant de grimper. Donc c'est des gens qui allaient grimper, et sur 120 grimpeurs testés, il y en a quand même 25 qui au final dans les questionnaires pré-test évoquaient des douleurs à l'épaule le jour du test. Donc elle a inclus vraiment tous les grimpeurs à partir du moment où ils se sentaient aptes à grimper. Mais elle a différencié les grimpeurs qui avaient des douleurs ou non avant les tests.
A priori, la douleur n'influençait pas sur les résultats du test. Mais tout ça pour dire que ça correspondrait également pour dire que les grimpeurs, même s'ils font des efforts très importants sur leurs membres supérieurs, n'ont pas des épaules forcément plus fortes, ou du moins pas plus fortes dans tous les groupes musculaires et dans toutes les directions. Et que cette différence peut influencer sur des risques d'instabilité. Donc, le but de tout ça, c'est de dire que la population de grimpeurs semble, je remets encore en hypothèse, mais semble être plus à risque d'instabilité par rapport au développement musculaire induit. Mais encore une fois, ça dépend aussi de la pratique qu'on a. Plus on a une pratique intense, plus on développe des muscles spécifiques à l'escalade, et donc plus on aurait ce risque. Quelqu'un qui grimpe une fois par semaine et qui fait d'autres activités sera forcément moins à risque. Et c'est là où justement, sur le dernier point indiqué, en conclusion, on pourrait se poser la question d'avoir des activités complémentaires qui sollicitent d'autres muscles. Donc il y a à savoir que dans les muscles qui sont le plus proches, dans les sports pardon, qui sont le plus proches en termes de musculation de l'escalade, ça va être la natation. Il y a une étude également qui a essayé de mettre en évidence un petit peu les sports qui étaient les plus proches les uns des autres au niveau des contraintes sur l'épaule. La natation est le sport le plus proche au niveau contraintes sur les épaules par rapport à l'escalade. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui fait et de l'escalade et de la natation, il met un peu 2 fois les mêmes contraintes sur ses épaules. Donc il y aurait peut-être plutôt intérêt, si on voulait varier, à aller faire d'autres sports que de la natation en complément, quoi. Mais donc on aurait envie d'aller se rapprocher de sports plutôt sur des activités en chaîne fermée, mais plutôt sur de la poussée, ou des sports qui développent un peu plus les muscles de la coiffe, rotateurs externes, etc. Et bien entendu, donc ça va dépendre, comme je le disais, un petit peu de la quantité de pratique qu'on a, de l'intensité, et ça va aussi être à individualiser, notamment par rapport aux signes que j'évoquais tout à l'heure, les signes de laxité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont naturellement, et ça va être notamment génétique, naturellement plus raides des articulations. Il y a des personnes qui sont naturellement plus laxes des articulations. Donc, en fonction de la personne, on peut lui conseiller, donc un grimpeur qui débute mais qui a des signes de laxité, il aura peut-être plus intérêt déjà à faire attention à ça et à développer un peu plus cet aspect d'équilibre un peu au niveau des contraintes musculaires. Alors que quelqu'un qui a déjà les épaules raides, au final, ça aura peut-être moins d'importance. Donc c'est vraiment à individualiser par rapport aux grimpeurs qu'on peut retrouver. Et il y a des tests, bien entendu, pour tester la laxité antérieure, laxité postérieure. Donc c'est quelque chose qu'on peut assez facilement mettre en place pour essayer d'individualiser un petit peu les exercices, les entraînements par rapport à ça. Voilà. Merci Julien pour ta présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que la préconisation que tu as donnée de ne pas faire de natation va faire plaisir à beaucoup d'athlètes, notamment ceux de chez nous, vu leur capacité de nage. Non, blague à part, je vais commencer par une question, le temps que d'autres viennent. Sur l'étude de ton étudiante en master de kiné, son panel de personnes qui grimpaient dans les salles, est-ce qu'elle a récupéré le niveau de pratique ? C'était pas un niveau de pratique très intense. Enfin, elle a essayé d'inclure le plus de monde possible. Donc au final, elle a eu peu de grimpeurs, on va dire, de haut niveau. Et j'ai plus tous les critères en tête, mais il y avait quand même beaucoup de grimpeurs dans du niveau, on va dire, moyen, et peu de grimpeurs à très haute intensité. Ok, mais même dans le même range, si jamais elle a les données du niveau de pratique, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça peut être assez intéressant d'aller voir en fonction de l'augmentation du niveau s'il y a une baisse de performance sur le SEBT modifié, rapporté à la longueur du membre bien sûr, mais voir s'il y a un ratio qui dans une direction ou dans une autre semble plus impacté par un niveau de performance qui augmente et est corrélé à ça, quoi. En l'occurrence, si je me souviens bien, elle n'a pas différencié ça dans les résultats d'études, à savoir si le niveau influençait. Il y avait notamment le savoir si la douleur influençait, etc. Mais il ne me semble pas qu'elle a pu, par rapport à la population qu'elle a eu, différencier des niveaux d'intensité dans l'escalade. Mais c'est sûr que ce serait intéressant à pousser. Et justement,
On en parlait, donc, comme je le cite à la fin, donc, avec Emma ici et Ludivine qui a fait la dernière étude, d'essayer de éventuellement proposer une nouvelle étude pour essayer de pousser un petit peu plus ça et voir si on trouvait justement des résultats concluants par rapport à ces risques d'instabilité et les groupes musculaires développés en escalade. Donc ça reste à pousser. On va continuer de pousser ensemble. Pardon, il y a une question, ça sera sûrement la seule, je pense, parce qu'on a déjà débordé de 10 minutes, donc on va essayer de pas trop s'attarder non plus. Je vais faire rapide, c'est pas trop une question, c'est plus une réflexion par rapport à ce qui vient d'être dit. Si on prend la performance en compte, peut-être faire attention à l'entraînement, parce que si on est entraîné justement en prévention des blessures, peut-être qu'on est renforcé par notre entraînement et pas par le gain de masse musculaire de la performance. Donc si on a un entraîneur sensibilisé à ces problèmes de prévention, peut-être faire attention sur l'inclusion des sujets, à bien différencier performance et entraînement spécifique. Oui, là en l'occurrence, on est moins un peu moins, je dirais, dans un aspect de performance et un peu plus dans un aspect de prévention en cherchant à l'individualiser. C'est-à-dire que tout le monde rentre pas dans la même case, bien entendu, comme je le disais, mais il y a intérêt, je pense, à individualiser ces facteurs de risque. Parfait. Eh bien, le mot de conclusion, merci beaucoup à tous. Merci surtout à nos 6 intervenants d'être venus communiquer sur les recherches actuelles. Et puis, au plaisir d'échanger derrière si vous avez des questions avec l'un d'entre eux. Et puis, peut-être à l'année prochaine. Merci.